Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de pouvoir entamer un nouvel épisode avec vous sur les documents déclassifiés et sensibles. Alors, tout d'abord, je voudrais répondre à Sarazim 4860, donc, qui disait que le premier épisode était, au niveau du son, qui était un peu bas. Et donc j'ai réécouté l'épisode et c'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des moments, on va dire que si tu as un petit PC portable et que tu n'as pas moyen d'augmenter plus que possible, on va dire que possible sur ton PC, le son, on va dire, tu pourras pas l'augmenter plus. Donc c'est vrai que des fois, il faut tendre un peu l'oreille. Donc je te prie de m'excuser et j'essaierai de faire un peu plus attention à cela. Et voilà, je ferai plus attention pour les prochains épisodes. Alors, on avait fini effectivement la première partie donc, de l'épisode sur la cryptographie et la sécurisation des communications. Et c'est un épisode qui vous plaît particulièrement, je vois. Et donc, écoutez, on va se faire plaisir. On va continuer donc le deuxième épisode sur les applications de la cryptographie avec les défis, perspectives futures et les exemples de cas concrets, les anecdotes historiques. Et je vous ai réservé aussi un épisode qui va sortir juste après celui-ci, de piratage et d'activisme en ligne. Vous allez voir, on va parler on va dire d'une étude des groupes qui utilisent le piratage comme une forme de protestation ou de revendication politique. Vous allez voir, c'est un épisode très intéressant. Il est assez court, mais il est très intéressant. Allez, c'est parti, on va commencer de suite sur la section numéro 3, l'application de la cryptographie. Alors donc déjà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a 3 types d'applications, on va dire, dans la cryptographie, et après on parlera d'un petit cas d'étude. Donc tout d'abord, on a la sécurisation des communications en ligne. Je pense que tout le monde connaît, la cryptographie, elle est essentielle pour sécuriser les communications sur Internet, les protocoles comme SSL, TSL, Secure Socket Layer ou Transport Layer Securities, qui utilisent le chiffrement pour protéger les données échangées entre les navigateurs web et les serveurs. Ensuite, on a la cryptographie dans les transactions financières. Donc là, c'est les institutions financières qui utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions qui sont en ligne et protéger les informations sensibles des clients. Les technologies comme 3D Secure et les certificats numériques y garantissent bien évidemment la sécurité des paiements en ligne. Ensuite, on a une troisième application, c'est la cryptographie dans les réseaux sociaux et les emails. Les services de messagerie et les réseaux sociaux, ils utilisent le chiffrement pour protéger les communications des utilisateurs. Et par exemple, WhatsApp et Signal, ils utilisent le chiffrement de bout en bout pour assurer la confidentialité des messages. Donc en termes de cas d'étude, on va dire que chiffrement de bout en bout dans WhatsApp, il a implanté le chiffrement de bout en bout donc en 2016, et il a assuré que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le message ou les messages. Et cette mesure, elle a bien sûr renforcé la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, malgré les défis qui sont posés par les régulations et puis les demandes d'accès des gouvernements. Tout dépend des lois dans les pays, quoi. Si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire et je me ferai plaisir, on se fera plaisir, on fera un autre épisode petit bonus en plus. Quatrième section, donc les défis et les perspectives futures. Ça, j'aime bien en parler à chaque fois. Eh bien, déjà, donc pour les défis de la cryptographie moderne, elle doit déjà évoluer constamment pour répondre aux nouvelles menaces. Et les défis, ils incluent forcément la gestion des clés, la résistance aux attaques quantiques et la balance entre la sécurité et la performance. Donc, il y a aussi l'utilisation croissante de la cryptographie par les criminels qui posent des défis par les forces de l'ordre. Ça, c'est normal, parce que, oui, de toute façon, plus on va évoluer et plus les criminels auront des techniques aussi évoluées. Ensuite, il y a la cryptographie quantique, donc avec l'avènement des ordinateurs quantiques qui arrivent petit à petit, la cryptographie quantique, la cryptographie traditionnelle, elle pourrait devenir vulnérable par rapport à celle qui est quantique. Et donc forcément, celle qui est quantique, elle utilise des principes de mécanique quantique et elle offre forcément des solutions potentielles pour des communications inviolables. Les protocoles comme le KDP, donc Quantum Key Distribution, sont à l'avant-garde de cette technologie. Alors après aussi, on a les coopérations internationales et les régulations. Donc la coopération internationale, elle est essentielle pour développer des standards de cryptographie et puis répondre aussi aux menaces globales. Il y a des organisations comme l'ISO, donc l'Organisation internationale de normalisation, et l'ITU, on va dire, l'Union International
l'Union internationale des télécommunications, pardon, qui travaille sur des standards et puis des régulations pour la sécurité des informations. Et en termes de stats, on a un rapport de l'International Data Corporation, l'IDC, de 2023, qui prévoit en fait que le marché mondial de la cryptographie quantique, il atteindra presque 4 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 28%, ce qui est quand même pas mal. Et la source, c'est IDC Quantum Cryptography Market Forecast 2023. Allez, entamons la cinquième et dernière section. On a quelques exemples de cas concrets quand même et des anecdotes historiques qu'on peut nommer. Alors j'en ai retenu que 2, mais il y en a beaucoup plus, bien évidemment, mais sinon l'épisode il va durer beaucoup trop longtemps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, encore une fois, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous m'en parlez en commentaire et j'essaierai de prévoir un autre épisode en bonus. Alors le premier exemple que j'ai retenu, c'est le décryptage d'Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai parlé un peu dans le premier épisode. Et d'ailleurs, ils ont fait un film qui est vraiment incroyable aussi, qui est super, et que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est Enigma. Donc le décryptage de la machine Enigma par les cryptanalystes alliés, dirigés par Alan Turing, a été un tournant en fait majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Et cette réussite, elle a permis d'intercepter des communications militaires allemandes, contribuant de manière significative à la victoire des Alliés. Et après, bien sûr, l'affaire Snowden et la cryptographie, en 2013, il y a Edward Snowden qui a révélé l'ampleur de la surveillance mondiale menée par la NSA. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus, sur donc dans la playlist documents confidentiels et sensibles, où je parle aussi, bien évidemment, de tout ce qui est espionnage et de surveillance globale des gouvernements un peu sur la population. Vous allez voir, c'est un épisode très intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Donc Edward Snowden, il a révélé l'ampleur de la surveillance mondiale menée par la NSA, et ces révélations, elles ont mis en lumière donc l'importance de la cryptographie pour protéger les communications privées, et ça a conduit forcément à une adoption plus large de chiffrement de bout en bout par les entreprises technologiques. Mais il n'y a pas eu vraiment une grosse évolution pour nous, les petites gens, quoi. Alors le chiffre des Césars, comme anecdote historique, il a été utilisé par Jules César donc pour protéger ses communications militaires, et c'est l'une des premières techniques de chiffrement connues. Il consiste à décaler les lettres de l'alphabet d'un certain nombre de positions, et bien évidemment c'est rudimentaire, mais ce chiffre il illustre les débuts de la cryptographie, quoi. Alors après, bien sûr, il y a un impact sur les relations internationales. Donc bien sûr, les 2 exemples que je vous ai montrés, ça montre comment, que je vous ai dit, ça montre un peu comment la cryptographie, elle a influencé l'histoire et même continue de jouer un rôle crucial dans les relations internationales et même de la sécurité mondiale. Donc la capacité à protéger les communications et les informations, c'est forcément essentiel pour maintenir la confiance et la coopération entre les nations. Voilà, donc quand on examine un peu tous ces cas concrets et ces anecdotes historiques, on peut mieux comprendre et appréhender un peu l'importance de cette cryptographie qui va arriver bientôt, petit à petit chez nous, et son rôle même pour la protection des informations sensibles, nos informations à nous. Et voilà, il y a quelques exemples qui illustrent un peu les défis et les avancées de la cryptographie que je vous ai cités, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai voulu un petit peu réduire cet épisode parce qu'effectivement, quand je l'avais fait la première fois, j'avais déjà fait cet épisode, mais il était beaucoup trop long, il durait presque 25-30 minutes. Et en fait, j'avais donné pas mal d'exemples, pas mal de cas concrets et ainsi de suite, mais je me suis dit, est-ce que les auditeurs ont vraiment envie d'entendre tout un tas de cas d'exemples? Alors je me suis dit que non. Peut-être que vous avez peut-être envie d'un épisode un peu plus condensé, mais court. Et si vous avez bien évidemment envie de plus de précision, vous me le dites et je me ferai plaisir à vous faire un épisode en plus. Voilà, donc déjà ça pourra clôturer un peu cet épisode, cette deuxième partie. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été parlées. Et de toute façon, je vois le sommaire, il y aura d'autres épisodes qui parleront un peu de tout ce qui est un petit peu algorithme, cryptographie, sécurité informatique et ainsi de suite. Et pour le prochain épisode là qui arrive, donc qui est quasiment fini, je le mets en forme, on va parler de piratage et d'activisme en ligne. Donc on parlera donc des études des groupes qui utilisent le piratage comme forme de protestation ou de revendication politique. Et vous allez voir, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est l'activisme, on parlera des groupes et des opérations notables qu'il y a eu, des techniques et des outils utilisés, et des perspectives futures aussi bien sûr,
et des cas concrets. Voilà, comme d'habitude, je vous ferai des épisodes un petit peu condensés comme ça. Celui-ci, il va durer un peu plus longtemps, il y a un peu plus de contenu, mais voilà, on va pas dépasser les 20 minutes quoi en général. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, ciao.